Ravi de vous retrouver. Damien Givlet, je suis journaliste à LCI, la chaîne info du groupe TF1. Et je suis ravi d'accueillir Pierre-Éric Pommelet. Bonjour, vous êtes le PDG de Naval Group. Naval Group, en un mot, ça fait tout dans la défense navale, hein, Oui. du sous-marin au porte-avions nucléaire. Voilà, bon, bonjour. Oui, c'est difficile de décrire Naval Group en un mot, mais effectivement, vous l'avez résumé, industriel de défense, donc spécialisé dans le naval de défense et qui réalise des navires et des systèmes autonomes depuis, pour les plus ambitieux d'entre eux, les porte-avions nucléaires et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, jusqu'aux frégates, corvettes, patrouilleurs et puis demain des drones. Et puis à vos côtés, Thomas Gomard, vous êtes directeur de l'IFRI. Alors l'IFRI, on connaît bien, nous journalistes, Institut français de recherche internationale. C'est l'un des principaux think tanks français. Vous étudiez la planète en permanence, au jour le jour, et vous rendez vos rapports, vos conclusions qui sont très suivis. Bonjour, merci de cette présentation. Vous avez parfaitement décrit le travail de l'IFRI. Et j'en profite pour dire qu'aujourd'hui sort le RAMSES, qui est le rapport annuel de l'IFRI, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et effectivement, notre métier consiste à essayer de proposer une lecture géopolitique du monde. Voilà, comme on peut résumer les choses de manière simple. Vous serez totalement complémentaire avec Pierre-Éric Pommelet, notamment sur la défense. D'autant que de quoi parlons-nous cet après-midi? Des nouveaux conflits, nouvelles menaces, comment l'industrie contribue à renforcer la souveraineté. Évidemment, Pierre-Éric Pommelet, tous les regards se tournent vers l'Ukraine là-dessus. L'Ukraine qui a étonné, alors nous en premier les journalistes, mais les acteurs de la défense, les politiques, où on s'est dit mais face au rouleau compresseur russe, ils ne vont pas tenir une seconde, et puis pas du tout. Ingéniosité des Ukrainiens, certains parlent même de bricolage, mais ça marche. Comment est-ce que vous voyez ce conflit? Comment vous l'analysez? Oui, bricolage... je crois que l'Ukraine a été aussi fortement soutenue et aidée par un certain nombre de pays, dont la France, voilà, les États-Unis, les pays de l'OTAN, pour être capables de résister au rouleau compresseur russe, en tout cas tel qu'on le décrivait à l'époque. Bricolage, pour moi, ce sont les drones adaptés, les drones Voilà. civils, ou bien ce qu'on a vu des drones navals qui avaient une allure de planche à voile avec une caméra au-dessus, mais 300 kg d'explosifs, et ça marche. Absolument. Et c'est vrai qu'on le voit sur l'Ukraine, et puis on pourra en rediscuter après. La capacité d'innovation d'un pays confronté à une menace vitale est absolument stupéfiante. On pourrait peut-être faire le parallèle avec ce qui s'est passé dans l'aéronautique à la Première Guerre mondiale. Il faut voir un peu à quoi ressemblaient les avions en 1914 et à quoi ils ressemblaient en 1917. Donc l'industrie est capable d'adaptation et d'accélérer ses cycles. On dira peut-être deux mots d'économie de guerre tout à l'heure, qui est un mot qui a été utilisé par le président de la République. Mais si vous me permettez, sur le conflit en Ukraine, finalement le thème de la souveraineté, la première chose qu'on a vue quand même dans les premières heures, les premiers jours du conflit en Ukraine, c'est la dépendance que nos sociétés ont des routes maritimes et la nécessité absolue de protéger les infrastructures portuaires et de protéger les routes. Parce que voilà, dans un début de conflit, où qu'il soit, eh bien, on peut bloquer des navires, on peut bloquer des cargaisons, on peut bloquer des flux. Et donc, il y a une absolue nécessité pour les États d'être capables de se protéger et de défendre les mers. Voilà. Donc, l'Ukraine apparaît comme un conflit terrestre, même si on en dira deux mots, il se passe des choses en mer, et on l'a vu. Et de plus en plus, malheureusement, en mer Noire. Et de plus en plus en mer Noire. Mais je pense que dans les premiers jours, on a vu à quel point la maîtrise des mers et des océans était importante pour la souveraineté et pour aussi la pérennité de nos nations et de nos sociétés. Thomas Gomard, en un mot, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce conflit en Ukraine? Qu'est-ce qui vous a étonné? Encore une fois, nous, journalistes, on suit ça au jour le jour et on se dit, mais comment font-ils? Alors, il y a un certain nombre de choses qui m'ont étonné, mais je vais citer une discussion récente avec un de nos officiers généraux qui a dit « cette guerre nous surprend de jour en jour ». Je pense que la vraie surprise stratégique, ce n'est pas tellement l'agression de la Russie, parce qu'en réalité, elle date non pas de février 2022, mais de février 2014, avec l'annexion de la Crimée. Et c'est probablement quelque chose qui a été très sous-estimé à l'époque. J'y reviendrai. Mais la vraie surprise stratégique, ça a été la capacité de résistance de l'Ukraine,
Il s'explique par un certain nombre de facteurs, et notamment le fait que l'Ukraine pour l'Ukraine, c'est la 9e année de guerre. Qu'entre 2014 et 2022, ce que nous, on n'a pas vu, c'est qu'il y a eu 15 000 morts côté ukrainien, et donc un entraînement, un aguerrissement, une préparation, avec un certain nombre d'appuis extérieurs, en particulier venant du Royaume-Uni, du Canada, et dans une moindre mesure des États-Unis, qui font que, en février 2022, la tentative de Vladimir Poutine de renverser le régime dans le cadre de cette opération militaire spéciale échoue. Et la surprise stratégique, elle est là. Elle est dans cette résistance par rapport à un pays vu comme, en réalité, perçu comme faible militairement, ce qui n'était pas le cas. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est la combinaison entre l'ultramodernité et le caractère très rudimentaire que vous soulignez de la guerre, dans un conflit de très haute intensité, avec un niveau d'attrition dont on n'a pas encore, à mon sens, pris toute la mesure, notamment toute la mesure pour ce que ça va générer dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on a un niveau de violence aujourd'hui en Ukraine qui va avoir des conséquences sur le corps social russe, sur le corps social ukrainien, et qui, de mon point de vue, annonce un retour durable de la guerre en Europe. Ah oui, vous allez jusque-là. Quand les militaires vous disent ça nous étonne de jour en jour, ça veut dire qu'il va falloir remettre en question beaucoup de choses, y compris pour notre propre défense. Pierre-Éric Pommelet, venons-en par exemple à la loi de programmation militaire 2030. On sait que le président Macron a fait un gros effort, 430 milliards attribués à la défense. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, en ce moment, dans les cabinets des ministères, de revoir un peu tout ça, de se dire, oula, les grands bâtiments, attention, drones, attention, missiles, etc. Ou plutôt les deux à la fois. Donc c'est 413 milliards, c'est le montant effectivement de la loi de programmation militaire qui a été votée cet été et qui affirme la volonté de la France de continuer à investir dans un certain nombre de grands programmes, et en particulier pour nous dans le domaine naval, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération, le porte-avions de nouvelle génération, des nouveaux bâtiments de guerre des mines, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ça, c'est programmé. C'est programmé. Mais je pense que dans votre question, il y a finalement ces grandes programmatiques ne sont-elles pas remises en cause par les événements qu'on peut observer ? Et c'est là où je dis, où je réponds, c'est que c'est oui et non. C'est de toute évidence, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et la guerre en Ukraine le démontre. Par contre, on sait qu'un certain nombre de grands systèmes d'armes, on pense au système de dissuasion, ne peuvent pas soutenir non plus des changements de direction trop fréquents. Si on veut avoir un sous-marin nucléaire lanceur d'engins capable de nous protéger en 2035, qui est la date de sortie du premier en 2050, il ne faut pas relâcher l'effort maintenant. Et cet effort qu'on fait depuis les années 60 donne à la France la capacité de protéger ses intérêts vitaux. Cela étant, à côté de ces grandes programmatiques, qui structurent à la fois nos compétences, notre industrie, etc., il faut évidemment avoir aussi une capacité d'innovation, une capacité réactive. D'adaptation. Capacité d'adaptation. Et si je prends l'exemple de ce qui se passe depuis, alors c'est vrai, depuis quelques années, et peut-être renforcé par ce qui se passe en Ukraine, la Marine nationale, par exemple, met en œuvre chaque année des exercices d'expérimentation. C'est une démarche qu'ils appellent Perseus, où ils vont tester des idées nouvelles, ils vont nous demander, nous, industriels, d'être beaucoup plus réactifs pour aller de l'idée à la conception, en parallèle de la programmation du porte-avions, etc. Parce qu'il ne faut pas... On vous demande d'aller plus vite dans certains programmes ? Absolument. Et on va nous demander, notamment sur des programmes de drones, ou un certain nombre de systèmes de contre-mesures, résistance guerre électronique, etc., de pouvoir tester des concepts très rapidement et ensuite de pouvoir les mettre en œuvre sur les bâtiments de manière rapide. Donc il y a à la fois ces cycles longs des programmatiques absolument nécessaires parce qu'on fait des objets d'une complexité inouïe. Quand on fait un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, on fait un bateau de 140 mètres dans lequel il y a une centrale nucléaire, 16 missiles porteurs eux-mêmes de l'arme nucléaire, on est capable de vivre dedans, etc. Donc complexité inouïe. Il nous faut du temps et des compétences. Et à côté, il faut des cycles d'innovation et de réaction rapide. Et je pense que ce qui s'est passé en tout cas ces derniers mois, dernière année, avec la Marine nationale, avec la DGA, qui est aussi un acteur extrêmement important dans ce domaine, nous montre qu'il y a bien cette prise de conscience. Ouais. Quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé avec le navire amiral russe Moskva en mer Noire, pardonnez-moi, mais dégommé par sans doute un missile ukrainien,
On peut aussi se poser la question, ces immenses bâtiments, est-ce qu'ils ne sont pas trop vulnérables? De toute évidence, celui-là l'était. Voilà. Et clairement, il avait une petite déficience en termes de contre-mesures et de guerre électronique. Voilà. Donc, je peux vous assurer que les systèmes que nous avons développés avec nos partenaires pour la Marine nationale et des clients à l'international ont pris en compte cette dimension et sont capables de se protéger vis-à-vis de missiles. Vous auriez pu citer la malheureuse frégate britannique pendant les Malouines aussi, qui a été coulée par un missile Exocet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, nos navires, et je parle là dans ces grandes programmatiques, doivent prendre en compte des menaces actuelles, des menaces futures, et se protéger contre un missile fait partie des missions des frégates de défense antiaérienne ou des systèmes d'autoprotection. Et je pense que sur ce domaine-là, la France est un des pays très très en pointe dans ces technologies-là. Il faut le rappeler, par exemple, quand le Charles de Gaulle se déplace, c'est tout un système qui est autour, évidemment. Absolument. Voilà, quand on parle de la vulnérabilité des grands navires, il ne faut jamais oublier, ils ne sont jamais seuls en général. Il y a toute une... Alors, en l'occurrence, pour le Charles de Gaulle, le groupe aéronaval. Et donc, et puis, il ne faut pas oublier, ils sont en général assez loin des côtes, etc. La force de ces bâtiments, de ces grands bâtiments, c'est de pouvoir mener des missions militaires, loin de chez nous, hein, mais aussi à distance de protection des côtes et des menaces adverses. Voilà. Thomas Gomard, on a assez pris conscience de tout ça, des changements en cours. On était un peu dans un modèle post-guerre froide. Tout est en train de changer en ce moment. Ma réponse un peu lapidaire, c'est non. On n'a pas pris suffisamment ça au sérieux. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Pierre-Éric rappelait fort justement que ces lois de programmation militaire permettent de nourrir des cycles, commencés dans le cas de la France en 1960 avec ce choix du nucléaire. Et ça me semble tout à fait important de bien comprendre les effets de corrélation, de décorrélation qui peuvent exister entre des cycles industriels, pour lesquels on a besoin de temps pour construire un système d'armes, le concevoir et le mettre en œuvre, et les cycles stratégiques. Pourquoi je réponds non? C'est que fondamentalement, les Européens désarment depuis 2 générations. Vous êtes au début des années 70 à entre 3 et 4% de PIB de dépenses militaires. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à atteindre, pour un pays comme la France, les 2%. Donc en fait, les Européens au sens large désarment depuis 2 générations, alors que les compétiteurs stratégiques, comme la Russie, réarment depuis 1 génération après le 11 septembre. Donc ce décalage, en fait, on est en train de s'en rendre compte à nos dépens, parce qu'on se retrouve, nous, Européens, à devoir gérer des situations de sécurité beaucoup plus aiguës que ce à quoi on s'était préparé dans une logique expéditionnaire. C'est pour ça que je parlais de retour durable de la guerre en Europe. La loi de programmation militaire 2030, elle est très intéressante et très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, le président Macron est le premier à stopper l'érosion continue produite par ses 4 prédécesseurs de la dépense militaire. Et il inverse la tendance dès 2017. Il confirme cette inversion sur laquelle s'alignent désormais les autres pays européens. Donc il y a une sorte d'avance de 5 ans, si vous voulez. Mais ça reste néanmoins, à mon sens, considérable comme effort, puisque cette loi de programmation militaire, c'est à peu près 100 milliards en plus par rapport à celle actuelle. Donc c'est un effort demandé à la nation considérable. Mais on sait en même temps, et peut-être que Pierre-Éric aura des éléments plus tangibles sur ce point, qu'en dépit de cet effort financier considérable, on gardera à peu près le même niveau de capacité dans un environnement qui, à mon sens stratégique, va se dégrader. Parce que, même niveau Parce que de je pense que capacité... le calcul ou la lecture stratégique qui est faite de la loi de programmation militaire 2030 est une lecture relativement optimiste par rapport à ce qui peut nous attendre. Et c'est très important de comprendre que ces 100 milliards, vous allez avoir à peu près un tiers qui va être consommé par l'inflation. Vous allez avoir un tiers qui va être consommé par les grands programmes indispensables précisément parce que c'est du savoir-faire industriel, ce sont des cycles, etc. Et puis un tiers qui va être au fond du reconditionnement, de la réparation, de l'entraînement et de l'aguerrissement. Pourquoi 100 milliards? Parce que les Allemands ont mis 100 milliards aussi. Donc la question en fait assez fondamentale, c'est est-ce que cet effort, encore une fois considérable qu'il faut saluer, correspond à la dégradation telle qu'on peut l'envisager? Moi, ma réponse est que c'est une lecture plutôt optimiste.
Et deuxièmement, je pense qu'il faut aussi se poser la question de l'effet d'entraînement au niveau européen de ces efforts. Et vous le soulignez sur l'hésitation que vous pointiez, encore plus forte en Allemagne qu'en France, c'est est-ce que cet effort va être tenu sur les 5 ans? Là, l'expérience de la loi de programmation actuelle est plutôt encourageante côté français, beaucoup moins côté allemand. Est-ce que vis-à-vis de la guerre en Ukraine, justement, la solution ne peut pas être dans une meilleure répartition européenne des forces, des efforts, des matériels? Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps et tout donner. Si vous voulez, sur la guerre d'Ukraine, il faut avoir le courage de dire des choses peut-être désagréables à entendre. Mais je fais partie de ceux qui considèrent que s'il n'y avait pas eu le niveau de soutien américain, les Européens se seraient contentés d'envoyer des tentes et des générateurs en Ukraine. En fait, on a ce niveau de dépenses militaires, mais les Européens seuls sont incapables de gérer leur voisinage. C'est ça que nous révèle aussi la guerre d'Ukraine. Donc évidemment, il y a un effort considérable à faire, une répartition. Je pense que sur le plan industriel, Pierre-Éric pourrait illustrer les choses de manière beaucoup plus précise que je ne saurais le faire. Mais après, ce sont aussi des choix très difficiles. On le voit sur la relation entre la France et l'Allemagne, parce qu'il y a des savoir-faire qui restent, et dans le cas français en particulier, compte tenu du nucléaire, très nationaux. Donc il y a un certain nombre de choses que l'on peut partager, que l'on doit partager. Je pense que le travail qui a été fait en 2017 de ce point de vue-là avait été un travail assez avancé. Et puis il y a un certain nombre de choses, il faut avoir le courage de dire qu'on ne veut pas partager, qu'on ne peut pas partager, en particulier le nucléaire. Oui. On a l'habitude de dire, Pierre-Éric Pomelet, qu'en France, on sait tout faire. C'est-à-dire le sous-marin nucléaire, le porte-avions nucléaire, les frégates, les drones, et puis jusqu'aux fusées Ariane, à l'aérien, etc. C'est toujours valable, ça ? Alors, on sait tout faire, oui, on sait faire beaucoup. On a beaucoup fait en partenariat quand même. Vous citiez la fusée Ariane, c'est l'exemple même d'un partenariat européen. Alors, ce n'est pas le sujet du débat et on pourrait peut-être en débattre. Étant donné ce qui se passe, et justement là aussi les ruptures qu'il y a eu dans le domaine en provenance des États-Unis. Mais il faut se rappeler que dans le domaine de la défense, on a coopéré, on a beaucoup coopéré. Et on a arrêté de coopérer à une certaine époque. D'ailleurs, en entendant Thomas Gomard, c'est à peu près au moment où les Européens ont commencé à diminuer leur investissement. Mais il faut se rappeler, alors quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur, les hélicoptères Tigre et NH-90 étaient faits en coopération, l'avion A400M était fait en coopération. Dans le domaine naval, il y avait les frégates Horizon, dont je dirai 2 mots après, mais qui était une coopération tripartite. On faisait des véhicules en coopération, etc. Donc il y avait énormément, on était baigné par la coopération. C'était avant 1990, donc c'était avant. Bon, et puis tout à coup, la coopération européenne s'est arrêtée. Voilà. Alors peut-être aussi parce que les États ayant moins d'argent, ils ont privilégié plutôt leur base industrielle nationale pour maintenir des compétences plutôt que d'aller rechercher des programmes en coopération. Alors, est-ce qu'on va repartir? On a aujourd'hui la double problématique de devoir, réinvestir, ça a été dit. Donc, voilà, la France fait l'effort, l'Allemagne aussi, on voit bien tous les pays s'y mettent. Deux, la nécessité de s'équiper. La Pologne qui va avoir des budgets de défense absolument considérables. Deux, 4% du PIB. 4% du PIB, oui. Voilà, après, il faut regarder en valeur absolue. Puis, il faut regarder comment la Pologne participe aux achats européens. Ça, c'est aussi une autre... Donc les pays réinvestissent, en même temps les pays aussi recherchent une certaine souveraineté, parce que les exemples récents, et notamment suite problématiques de matières premières, etc., sans parler du Covid, ont montré la nécessité d'avoir une souveraineté dans certains domaines, donc ça passe par des achats nationaux, mais on constate aussi quand même depuis quelques années la volonté de revenir sur des programmes en coopération. Alors on le voit dans l'aéronautique, système de combat aérien du futur, et on le voit dans le naval. Il y a eu cet été, en tout cas, la confirmation de la coopération entre la France et l'Italie à travers le programme commun de modernisation, justement des frégates qu'on avait fait ensemble dans les années 90-2000, les frégates Horizon. Elles ont besoin d'être modernisées. Tous les 20-25 ans, les bateaux ont des cycles de modernisation et on va le faire en commun avec l'Italie. Et puis l'Europe, qui ne voulait pas entendre parler de défense il y a quelques années, rappelons-nous, la Commission européenne a créé petit à petit des structures de défense et puis depuis quelques années met en place des financements à travers le Fonds européen de défense, justement pour encourager les nations. Alors on est au début, c'est pas simple la coopération, oui parce que on a envie de faire, parce qu'on a les capacités dans tous les pays. Il faut relancer la machine. On veut pas, il faut relancer la machine. En même temps, c'est générationnel. C'est-à-dire, je parlais de ma génération.
My goodness, ça, voilà, pas si lointaine que ça quand même. Mais avec ces nouveaux programmes, on recrée une génération de jeunes ingénieurs, hommes et femmes, qui se remettent dans ces dynamiques européennes et qui verront les choses différemment. Voilà, mais ça prend du temps. Alors c'est vrai, je reviens toujours sur cette notion de temps que vous avez évoquée avec votre surprise. C'est vrai que parfois on est surpris du temps qu'il faut dans nos systèmes de défense. Futur porte-avions 2040. Hein. En 2038, là, vous 30, exagérez, pardon, hein, 38. 2038, enfin bon, Ouais. on va dire une capacité en 2040. Mais on commence déjà la fabrication des premiers éléments. Alors pourquoi ? Parce que quand on fait un porte-avions nucléaire, ça commence par une chaufferie nucléaire. Figurez-vous qu'une chaufferie nucléaire, il faut définir ce qu'on veut faire, et puis après, ça prend du temps, et puis après, il faut faire fondre les équipements. Aujourd'hui, avec Framatome, avec Aubert et Duval, on fond les premières fonderies. Ça prend un temps fou, ne serait-ce que pour concevoir l'alliage d'acier et ensuite le mettre dans la bonne forme, le refroidir, s'assurer le test. On va tout regarder pour qu'il n'y ait pas le moindre défaut, et puis après, on va l'usiner. Donc on commence déjà les premières pièces de fonderie pour le futur porte-avions en 2038. Très peu de pays savent faire ça, de la propulsion oui, nucléaire. porte-avions Le nucléaires, club, les Américains et nous, parce qu'en fait les Chinois s'y mettent, mais ils sont un peu en retard. Voilà. Mais donc voilà, donc coopération européenne, ça prend du temps. L'Europe, peut-être que Thomas aussi peut en dire deux mots. Alors, on peut critiquer, on peut contester, etc. Mais enfin, c'est une balistique, c'est-à-dire que les choses se passent. Il vaut mieux les accompagner, voilà. Et puis se dire que ça passe aussi par les jeunes que l'on forme à l'Europe et qui demain auront envie de faire des choses ensemble. Question qui peut fâcher, est-ce que les grands gagnants aussi, vous l'évoquiez un petit peu, Thomas Gomard, de cette guerre en Ukraine, ne sont pas aussi les Américains ? Parce qu'il y a un certain nombre de pays européens qui préfèrent acheter sur étagère aux États-Unis. On parlait de la Pologne, ils achètent du F-35. Hein. Je pense que on a évoqué là rapidement le cas de la Pologne. Ça mérite de nous arrêter sur ce cas spécifique. Pourquoi ? Parce que les Polonais sont en train de s'équiper en Corée du Sud. Alors ça veut dire, il y a deux choses à analyser à partir de là. D'abord, sur un plan plus général, on est dans une situation où les puissances asiatiques deviennent partie prenante de la sécurité européenne. Les Coréens du Nord soutiennent militairement, à l'instar des Chinois, la Russie. La Corée du Sud fournit l'armée polonaise très rapidement. Le Japon soutient l'Ukraine. Donc il y a une sorte, si vous voulez, de grand mouvement qu'il faut souligner. L'Iran fournit des drones à la Russie et va construire des drones de facture iranienne qui vont être construits sur le territoire russe. Mondialisation de l'armement, là. Donc ça, c'est quand même un élément très important. Et qu'est-ce qui est derrière la décision polonaise ? Je reviens à la lecture stratégique, c'est que c'est une lecture stratégique beaucoup, beaucoup plus pessimiste que la nôtre. 4% de PIB, évidemment une histoire qui n'est pas la nôtre vis-à-vis de la Russie, et qui consiste à dire, en fait, la BITD européenne, par rapport aux besoins à venir, à horizon de 10 ans, ne pourra pas fournir suffisamment. Idem pour la BITD américaine, qui sera tournée vers la Chine. Et donc un pays comme, c'est très construit, un pays comme la Pologne dit, en fait, il faut aller prendre de l'armement sur une BITD type sud-coréenne, parce qu'il est disponible, et que, au fond, on peut se fournir très vite, tout de suite. Donc ça, c'est quand même un indicateur, si vous voulez, de la lecture qui est faite, qui, encore une fois, n'est pas du tout la même selon que vous êtes à Varsovie ou à Paris. Pour avoir reçu l'ambassadeur polonais en France, en gros, ils nous disent, vous êtes bien gentils, vous, l'Europe de l'Ouest, mais nous, les Russes, on les connaît. On sait qui c'est. Et donc, on l'a fait, notre propre armée. Alors, après, pour répondre à votre question, pour compléter aussi l'intervention précédente de Pierre-Éric, effectivement, l'Europe, c'est toujours compliqué. Enfin, la coopération, c'est toujours très compliqué. Donc, faut faire preuve à la fois de détermination, de patience, mais on n'a pas tellement d'alternatives en réalité, parce que le calcul aussi, ce à quoi il faut se préparer, ce sont des États-Unis qui, oui, on donne l'impression de resserrer le lien transatlantique à la faveur de la guerre d'Ukraine, que ce soit dans le domaine énergétique, que ce soit dans le domaine militaire avec l'élargissement de l'OTAN, mais dont la préoccupation, voire l'obsession, c'est la Chine. En fait, sur un plan stratégique, ce qui risque de se passer, c'est une crise aiguë dans le détroit de Taïwan et des États-Unis qui se tournent vers les Européens en disant « alors, vous vous situez où ?» Bon.
C'est ça le grand sujet devant nous. Donc pour C'est-à-dire, l'instant, vous on vous évite. situez où vous nous aidez Ben voilà, ou pas. voilà. Ouais. Et pour l'instant, on évite cette question en disant, au fond, ça n'arrivera pas. De la même manière qu'on disait, la Russie n'agressera jamais l'Ukraine, mais ce n'est pas dans ses intérêts. Sauf qu'elle l'a fait. Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez, pourquoi je fais ce rappel-là? Je trouve que l'exemple polonais, par rapport à la coopération européenne d'une part, et d'autre part, sur la lecture qui est faite du rôle des États-Unis comme soutien ultime, est intéressante à souligner. Après, à qui profite cette guerre? Écoutez, c'est assez simple. Hein. Cette guerre, je vais répondre à l'inverse, qui va en souffrir? Les Européens et les Russes, qui, à l'échelle globale, vont sortir de là très, très diminués. Et puis, il y a un autre phénomène dont vous avez malheureusement subi les conséquences, Pierre-Éric Pommelet, c'est quand même cette espèce de force de défense anglo-saxonne qui s'appelle AUKUS, qui nous a détruit le contrat des sous-marins australiens pour dire désormais l'Australie, c'est du sous-marin nucléaire américain. Vous rongez toujours votre frein là-dessus? Je me disais bien que vous alliez en parler. Parce qu'effectivement, on pourrait AUKUS, on pourrait en parler aussi sur l'environnement politique et les décisions qu'il a amenées, parce qu'à la fin, c'est une décision politique. C'est vrai qu'on est 2 ans après. C'est vrai qu'on s'approche du 15 septembre, je dois vous dire, et que la date du 15 septembre reste une date marquée dans nos esprits, en tout cas chez Naval Group, mais bon, ça a dépassé Naval Group. Même si à la fin, on va dire qu'on s'en est sorti, on a réussi à repositionner tous nos collaborateurs, collègues qui travaillent sur le programme. Et en particulier parce que la France avait accéléré son effort de défense, notamment dans le domaine des sous-marins, et puis qu'on a réussi à gagner à l'international des programmes qui nous permettent aussi de repositionner. Voilà, mais alors la force des anglo-saxons, la force des Américains, c'est sûr, mais je pense que dans AUKUS, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, les environnements stratégiques, géostratégiques peuvent changer, et que par ces changements, il peut y avoir des changements de trajectoire. En même temps, le choix de l'Australie de se mettre sous la protection américaine, en tout cas sous l'aile américaine, en fait, ce n'était pas un changement de trajectoire. C'était un retour au bercail. C'était un retour à 100 ans de... Les Australiens ont toujours été les alliés des Américains. Quel que soit l'engagement américain, il y avait toujours les Australiens avec eux, y compris la Deuxième Guerre du Golfe, y compris tout. Et le dernier pays, en général, à quitter une coalition, c'est l'Australie, au Vietnam, etc. Ils ont été avec les Américains jusqu'au bout. On a été naïf là-dessus? Alors, c'est pas qu'on a été naïf, parce qu'il faut, si vous me permettez d'en dire juste 2 mots, en tout cas, alors sous le contrôle de Thomas, évidemment, mais il faut voir, en 2016, au moment de la signature du premier contrat, la vision qu'a l'Australie de la Chine n'est pas du tout celle qu'elle va avoir en 2019 ou en 2020. C'est écrit chinois. Moi, j'avais d'ailleurs été frappé. J'allais souvent en Australie dans ces années-là. L'aéroport de Sydney, c'était, alors c'est peut-être toujours d'ailleurs, mais c'était écrit en américain, enfin en anglais, et en chinois. Il y a des Chinois partout. Et les Australiens ont une vision un peu de troisième voie, de se positionner avec des alliances qui sortent d'un côté bicéphale entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Et finalement, ils choisissent la France comme un partenaire dans une logique de construire une souveraineté industrielle. Et tout ça se comprend, donc il n'y a pas de naïveté, c'est expliqué, le peuple a voté, etc. Et puis après, finalement, l'arrivée de la Chine comme non pas un partenaire, qui est quand même un grand partenaire commercial, mais un potentiel ennemi, arrive dans ces années-là. Et ce que peut-être on ne voit pas, c'est l'impact que ça a sur les alliances et l'impact que ça a sur le contrat. Parce que là, effectivement, ils ont rompu un contrat. On est plutôt, nous, dans une logique, une fois qu'on a signé un contrat, on va jusqu'au bout. Et puis après, puis je terminerai par ça, il y a eu le Covid. Il ne faut pas l'oublier, notre satanée Covid, à partir de 2020. Et à partir de 2020, l'Australie se ferme complètement. Mais complètement. Plus personne ne va en Australie. Sauf quelques malheureux, dont moi d'ailleurs, 15 jours voilà, tout seul. Mais plus personne ne va en Australie, donc il n'y a plus de contact. Donc c'est pas facile de vraiment prendre la mesure de ce qui se passe. Et puis à la fin, on est dans le monde des Five Eyes. Et donc Australie, Grande-Bretagne, Canada, Nouvelle-Zélande, États-Unis, où c'est vrai qu'ils ont une culture du secret, une réalité du secret qui est totale. C'est infranchissable. Voilà, donc tout ça pour dire qu'à la fin, il y a un changement stratégique, un retour aux alliances traditionnelles, et puis une rupture de contrat. Bon, la rupture de contrat, ça peut arriver, hein, et surtout un Naval Group qui est capable de repositionner, de rebondir, en particulier à l'international, et dans des nouveaux domaines, comme les drones. Parce que
On parle beaucoup des drones dans l'environnement médiatique depuis le début de la guerre en Ukraine. Il suffit de regarder la guerre en Ukraine. Je rappelle que Naval Group, en juin ou en juillet 2021, pardon, en octobre 2021, juste après les Nations Unies, on dit il y a un domaine qu'il nous faut investir parce qu'il arrive à toute vitesse, c'est celui des drones. Voilà. Et justement, sur les drones navals, vous faites quoi ? Alors, on fait plein de choses. Alors, on fait des drones, mais on fait aussi des bateaux qui portent des drones, parce que les drones, c'est bien, mais il faut quand même les amener dans les terrains. Et donc, on a un programme en ce moment avec la Belgique, Pays-Bas, maintenant la France. D'ailleurs, je vois mon ami Vincent Faujour de Piriou qui est là, puisque c'est un programme qu'on fait en commun avec le chantier Piriou, de bâtiments de guerre des mines porte-drones. Voilà. Donc, on travaille sur la collaboration entre les drones et les navires porte-drones. On travaille aussi sur les drones eux-mêmes, capacitaires, et puis on prépare avec la DGA, avec la Marine nationale, finalement des compléments capacitaires aux forces. Je crois que Thomas Gomard l'a dit, les investissements ne vont pas s'arrêter, mais les investissements dans le domaine naval vont consister à avoir des navires avec équipage, certes, dans la dimension sans doute de la marine que l'on a aujourd'hui, mais aussi des navires sans équipage qui apporteront des missions. Donc là, on a démarré avec la DGA des projets notamment sur des drones de combat sous-marins. Alors on en est encore au prototypage, aux expérimentations, mais voilà, dans des cycles aussi d'innovation qui nous permettront d'avoir des produits plus rapidement sur le marché. La France est la deuxième puissance maritime en termes d'eau territoriale. Le président Macron a dit qu'il faut investir l'Indo-Pacifique. Bon, avec la Nouvelle-Calédonie, avec la Polynésie française, etc. Est-ce qu'on a, Thomas Gomard, les moyens de nos ambitions d'être encore une fois une puissance moyenne, mais qui peut être partout? La différence de la France par rapport aux autres pays européens vis-à-vis de l'Indo-Pacifique, c'est qu'elle exerce sa souveraineté sur un certain nombre de territoires et il y a à peu près un peu moins de 2 millions de ressortissants. Donc, elle, à moins de renoncer à cela, ce qui semblerait très impossible dans notre conception de la communauté nationale, elle est... voilà, l'Indo-Pacifique est dans notre géographique, je dirais, aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce discours en fait, de l'Indo-Pacifique est un discours qui traduit une vision du monde, qui est de relier les deux océans, l'Indien et le Pacifique, et qui est, sur le plan géopolitique, une construction, pour faire très très rapide, américaine, consistant au fond à encadrer la montée en puissance de la Chine. Alors, c'est pas dit comme ça par notre président, mais c'est très important de comprendre comment cette notion est venue, parce qu'avant on parlait par exemple d'Asie-Pacifique plutôt que d'Indo-Pacifique. Et donc ça s'inscrit évidemment dans une logique de quelle attitude par rapport à la Chine et quelle attitude par rapport à deux acteurs stratégiques très importants pour la France en termes de coopération militaire industrielle, que sont les Émirats et l'Inde. Et puis le troisième, ça devait être, mais Pierre-Éric l'a évoqué, l'Australie. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire que l'Indo-Pacifique, si vous voulez, c'est quelque chose qui a accompagné, qui émerge 2017, qui accompagne aussi un effort ou des grands partenariats industriels avec ces trois pays. Dernier point, effectivement, il y a la question des moyens, c'est-à-dire que on est très fiers, à juste titre, d'avoir cette deuxième zone maritime, mais il faut savoir la protéger. Il faut savoir la défendre le cas échéant. Et ça requiert un certain nombre de moyens, aujourd'hui insuffisants. Il y a un des volets, justement, de la LPM qui essaie de remonter en puissance. Bon. Moi, je pense qu'il faut, là aussi, prendre garde aux distorsions entre des objectifs très ambitieux et puis des moyens, et peut-être comprendre que l'Indo-Pacifique, c'est aussi une zone précisément de coopération avec les autres Européens, avec les Indiens, avec des partenaires des pays de l'ASEAN, avec le Japon, avec le cas échéant les États-Unis, avec aussi sur des enjeux de maritime ou ces enjeux environnementaux, un dialogue avec la Chine, et d'être en fait capable peut-être de segmenter l'Indo-Pacifique. C'est-à-dire que quand on regarde les choses, on pense évidemment à la Nouvelle-Calédonie, mais c'est très loin, mais il y a des enjeux très immédiats pour nous sur le canal du Mozambique, par exemple. Donc j'ai une approche, si vous voulez, par rapport à l'Indo-Pacifique. C'est très séduisant intellectuellement. Après, je pense qu'il faut prendre garde à ne pas croire toujours ce que racontent les spécialistes de géopolitique.
Ah bon? C'est vous qui le dites. Pierre-Éric Pommelet, la Marine nationale renforce les commandes pour l'Indo-Pacifique, vous recommande de nouvelles frégates, de la mise à niveau, etc. Alors, la loi de programmation militaire identifie des moyens nouveaux et en particulier un programme qui s'appelle les corvettes hauturières pour être capable de renforcer la présence maritime française dans ces territoires, on va dire territoires d'outre-mer et territoires évidemment dans le Pacifique. Voilà, donc ça c'est un programme qui est identifié et donc qui va faire partie de la loi de programmation militaire. Après, pas oublier que avec la confirmation du porte-avions et du groupe aéronaval, c'est aussi la confirmation de la France d'être capable de projeter une puissance, et en particulier l'équivalent d'une base aérienne, absolument partout au monde, y compris dans ces régions-là. Un seul porte-avions, beaucoup en réclament deux, c'est toujours l'éternel débat. Vous seriez prêt à en faire deux, évidemment. Alors oui, là, bien évidemment. Mais alors la question, pour être tout à fait Parce que la grande visite nucléaire, c'est quoi? C'est 6 mois sans porte-avions, en gros? Oui, enfin en tout cas, oui, absolument. Ça peut même être un peu plus long pour certains types de visites, mais enfin plus espacé aussi. Donc on est chargé de ne pas faire la guerre à ce moment-là. Oui, alors faut pas voir. Alors, je pense qu'il faut vraiment pas voir les choses comme ça. Alors à moins d'une surprise stratégique absolue, c'est plutôt d'être capable de planifier les périodes de maintenance en fonction effectivement de l'environnement et de la capacité à. Et puis, mais sur ce sujet du deuxième porte-avions, qui est un sujet qui étonne à chaque fois, enfin en tout cas qui revient à chaque fois qu'il y a un programme, c'est vrai qu'on en avait deux à l'époque. Il ne faut pas oublier de ce qu'était le groupe aéronaval dans les années 70, 80, 90, 2000. Mais la question ne se pose pas. C'est une question qui se pose, mais elle ne se pose pas maintenant. Mais bon, tout le monde a envie de la poser maintenant. Alors pourquoi elle ne se pose pas maintenant? C'est que de toute façon, on est en charge de faire le développement, donc toutes les études pour un porte-avions. Après, si on en fait un deuxième, il faut se dire que ce sera quand même à peu près la même chose, aux obsolescences près, que de toute façon, l'outil industriel ne peut pas les faire les deux en même temps. Voilà. Même les Américains ne peuvent pas en faire deux en même temps. Et donc, le temps qu'on ait lancé le premier, je pense qu'il se passera un peu de temps. Et d'ailleurs, il y aura aussi peut-être une réflexion par rapport à l'environnement, pour être capable de savoir si la France en achète un, deux. Voilà. Et puis après, il faudra le temps de les construire. Et l'état des finances publiques. L'état des finances publiques, bien évidemment, l'environnement. Mais sachant qu'un bateau, d'ailleurs, un bateau, c'est aussi un équipage. Les Britanniques le voient, ils en ont deux, mais ils ont du mal à avoir deux équipages. Donc si on a deux porte-avions, il faut deux équipages, parce qu'il ne faut pas avoir un bateau qui fait rien pendant que l'autre agit. Ça ne marche pas comme ça. Et deux équipages, dans ce qu'est aujourd'hui la difficulté de recrutement, de fidélisation, aussi, c'est une problématique. Puis après, il y a des sujets d'infrastructure. Donc il ne faut pas imaginer uniquement un sujet industriel pour faire un deuxième bateau. À la limite, si c'était que ça, ce serait relativement simple. C'est un environnement géopolitique stratégique qui permet de dire voilà la force qu'il faut que l'on mette en place et sa continuité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Finalement, pour en avoir toujours un à la mer, un qui est prêt à y aller, et puis même, et on l'a vu au début de la guerre en Ukraine, pourquoi pas 3 à la mer en même temps. Voilà, ça, c'est donc quelque part la vision de l'environnement et de la capacité de réponse qui permet de... Donc, mais je crois que le ministre s'est exprimé, le DGA s'est exprimé, la question se pose, il y a des études, on a un peu le temps d'y réfléchir et d'y apporter une réponse dans les années qui viennent. Et puis on verra, à écouter Thomas Gomard, malheureusement, les années qui viennent, effectivement, donneront un éclairage, j'espère un peu plus optimiste que ce que tu dis, mais ça, c'est mon côté entrepreneur. Voilà. Thomas Gomard, est-ce qu'on n'a pas eu tendance, justement, en France, à trop se reposer sur la doctrine de la dissuasion nucléaire, quand on voit ce qui se passe à nos portes, tout simplement, c'est-à-dire dans une doctrine guerre froide et post-guerre froide? Et là, on est face à une guerre classique. Certains analystes disent, mais le combat de tranchées, c'est la Première Guerre mondiale. Je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que je vais vous répondre à la manière suivante, c'est que la première guerre du Golfe de 1991 est un moment où les enjeux conventionnels et les enjeux nucléaires en termes militaires se divergent. C'est-à-dire qu'on a une intervention massive en termes conventionnels qui se fait indépendamment de la question nucléaire compte tenu de l'état de l'URSS à l'époque. D'accord ? Et ça ouvre au fond le cycle des interventions occidentales auxquelles la France a très largement contribué. Je pense que la guerre d'Ukraine est aussi présente ce caractère de gravité encore sous-estimé parce qu'elle a une dimension nucléaire.
Et qu'en réalité, quand vous regardez les choses Je ne de demande manière... pas de rappeler les Russes à peu près tous les 15 jours. Mais il hein. faut prendre ça... Oui, mais c'est quelque chose de très sérieux en réalité. Puisque dans le domaine nucléaire, il y a l'aspect performatif, si vous voulez. Il y a le discours que vous tenez, il y a les capacités que vous entretenez, et le fait de les signaler à un potentiel adversaire fait partie de la posture. Puis il y a le discours que vous tenez. Et quand vous avez un discours qui régulièrement, que ce soit au niveau de l'expertise, moi mes collègues, si vous voulez, au départ mon métier l'IFRI c'est la Russie, donc j'ai suivi ça d'assez près. Les gens avec lesquels j'interagissais avant le 22 février 2022, 24 février, aujourd'hui écrivent des choses sur l'utilisation de l'arme nucléaire extrêmement préoccupantes. Bon, donc moi je prends ça au sérieux, sans l'exagérer, mais on est obligé, si vous voulez, d'y prêter plus que de l'attention. Quand vous regardez les choses, en réalité, on a 3 crises nucléaires en ce moment. Vous avez l'Ukraine, vous avez l'Iran qui accélère son programme avec une situation en Israël de très forte tension intérieure, et la manière de recréer la cohésion, ça peut être dans l'hostilité à l'Iran. Et puis vous avez un sujet qu'on ne veut pas voir qui s'appelle la Corée du Nord. Voilà. Et en fait, quand vous regardez les choses ainsi, vous dites que les 3 pays aujourd'hui les plus sanctionnés au monde, la Corée du Nord, l'Iran et la Russie, qui ne sont pas les plus mauvais pour contourner les sanctions, sont aussi à l'origine de ces 3 crises nucléaires. Donc, les sanctions, ça marche pas. Donc ma lecture, si vous voulez, par rapport à votre question sur le nucléaire, est de dire, au contraire, tout cela valide ce choix fait par la France et entretenu au prix d'efforts considérables depuis 1962. Et le programme nucléaire du général de Gaulle. Il nous reste quelques minutes. Réaction, si vous le voulez bien, sur ce forum économique breton et la Bretagne. Le Naval Group en Bretagne, ce sont 2 grands pôles, Pierre-Éric Pommelet. Oui, alors donc Naval Group en Bretagne, c'est Brest et Lorient. Voilà 2 sites historiques, plusieurs centaines d'années que nous y sommes. Brest, aujourd'hui, dans le domaine essentiellement du soutien à la force nucléaire, dont on a beaucoup parlé. Si nos sous-marins de l'île Longue, si les sous-marins de la Marine nationale de la France de l'île Longue sont capables de tenir leur posture, c'est en particulier grâce aux actions menées par tous les collaborateurs de Naval Group, jour après jour, pour assurer le maintien, la disponibilité de ces bateaux, mais aussi de la flotte. Je parlais tout à l'heure du groupe aéronaval qui engage toute une flotte avec lui. La force de dissuasion, ce ne sont pas que 4 sous-marins, c'est toute la force qu'il faut pour amener un sous-marin à se diluer dans l'océan, avec les avions de patrouille maritime, les frégates anti-sous-marines, les sous-marins nucléaires d'attaque. Voilà, c'est toute cette dimension-là. Et Brest est aujourd'hui pour nous un site d'un peu plus de 3000 personnes et fortement engagé dans ces domaines-là. Et Lorient, site de construction neuve, là aussi depuis des siècles, dans lesquels nous réalisons aujourd'hui des frégates et des corvettes pour la France, l'international. On a aujourd'hui sur notre site de Lorient les frégates FDI, défense et d'intervention pour la France, pour la Grèce, les corvettes Go Wind pour les Émirats arabes unis, beaucoup de prospects en France et à l'international, et puis à Lorient, un grand centre d'ingénierie aussi, qui réalise en ce moment les études du futur porte-avions nucléaire, dont nous avons aussi beaucoup parlé. Voilà, donc présence historique. Mais on peut rajouter un peu plus loin Cherbourg aussi. Hein. Alors c'est ce que j'allais dire. D'une part, on va dire que Naval Group allait 5500, 5600 personnes, avec des perspectives de maintien, de développement d'activité et des compétences. On a 650 personnes qu'on va recruter cette année, mais j'ai 650 personnes cette année. Cette année, oui. Ouais. Je peux vous assurer que ça va continuer dans les années qui viennent. Et si j'écoute Thomas Gomard, on n'est pas prêt de s'arrêter dans les années à venir pour la France et l'international. Mais moi, j'ai tendance à dire, il ne faut pas oublier toutes les entreprises qui travaillent avec nous. Voilà. Et donc, ce sont aussi des milliers de personnes, des centaines d'entreprises dans les pôles d'emploi et dans les bassins économiques bretons. Donc, beaucoup sont là aujourd'hui et qui nous permettent de réaliser ce que nous faisons. On n'est rien sans eux. Alors, on compte beaucoup pour eux, mais ils comptent aussi énormément pour nous. Tous les partenaires économiques autour de nous. Mais c'est ce que vous avez dit. Moi, je ne m'arrête en général pas aux frontières géographiques politiques de la Bretagne. Je rappelle qu'on a plusieurs milliers de personnes dans le bassin nantais, sur les sites d'Indrette et à Nantes. Et puis si on va dans l'ouest, voilà, il faut se rappeler qu'on a 3000 personnes à Cherbourg. C'est là où on réalise nos sous-marins. En fait, il y a 2 tiers de Naval Group qui est dans, on va dire, dans la partie ouest, nord-ouest de la France.
Ouais. Vous arrivez à trouver suffisamment de compétences, de renouvellement des générations, ou vous êtes en tension là-dessus? On est en tension, nous et nos partenaires. Alors quand on dit en tension, à la fin on y arrive, voilà, mais ça prend souvent un peu plus de temps. Et ce qui nous encourage à mener énormément d'actions vis-à-vis de nos écosystèmes locaux, de nos bassins d'emploi, mais vis-à-vis des jeunes aussi. C'est extrêmement important de convaincre les jeunes générations de venir travailler pour nous. Je pense que ces sujets de défense et de souveraineté sont revenus d'actualité. Ils ne l'étaient pas il y a quelques années. Les sujets de l'industrie et de l'importance d'une industrie en France et de sa compétitivité sont revenus aussi sur le devant de la scène. Le nucléaire est revenu sur le devant de la scène. Il y a quelques années, je ne vous explique pas, d'aller expliquer dans les écoles qu'on faisait de l'industrie, de la défense et du nucléaire, ce n'était pas super sexy. Voilà, hein, et en particulier Il y a un changement des mentalités, là? Aujourd'hui, je pense, oui, mais ça commence tout juste. Voilà, donc l'industrie a fait beaucoup d'efforts pour être attractive, la défense revient dans le débat national, le nucléaire revient dans le débat national. Après, il faut convaincre les jeunes de venir, il faut aussi convaincre leurs familles, voilà, que travailler dans nos domaines, c'est porteur d'avenir, et puis c'est porteur, là, dans nos raisons d'être, de pérennité, de développement. Voilà, Juliette Muil, notre directrice RSE, clamait tout à l'heure, la défense fait intégralement partie du développement durable. Elle le disait avec conviction, je voyais que dans la salle ça bruissait un peu, mais voilà, il faut le répéter, la défense fait partie, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans durabilité, et il ne peut pas y avoir de durabilité sans capacité à se défendre. Ouais, j'ai vu que, par exemple, vous aviez des coopérations avec EDF pour certaines techniques de chaudronnerie, de soudure, etc. Absolument. Oui, c'est ça il y a des écoles mises en place pour ça. On met en place une école donc à Cherbourg, hein, où il y a beaucoup d'activités nucléaires, avec EDF et Orano, EFAIS, qui est une école de soudure pour former des jeunes soudeurs au métier du nucléaire. Alors jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de reconversions dans nos domaines. Voilà, de gens qui sont partis dans d'autres domaines et puis qui tout à coup ont envie de travailler pour la défense, le nucléaire et l'industrie. Ouais. Les menaces, elles sont multiples, Thomas Gomard. Allez, à court terme, la guerre en Ukraine, ça va durer. Et ça va durer, j'allais dire, combien de temps? Et qu'est-ce qui peut arriver? On a tous envie de savoir un peu ce qui va se passer. Vous n'êtes pas Madame Irma, je suis d'accord avec vous, mais essayez de nous éclairer un peu. En fait, vous me demandez de conclure de manière très difficile, parce que je ne voudrais pas casser le moral de tout le monde, si vous voulez, pour la fin de la journée. Et j'ai à moi-même une petite fibre entrepreneur, parce que l'IFRI, c'est une petite entreprise, donc j'essaie de me projeter en disant que nous, on a beaucoup d'activités précisément pour les menaces que vous mentionnez, mais au-delà de ça, pour aussi accompagner les entreprises dans leur analyse de risque géopolitique, qui est en fait un sujet qui réapparaît et pour lesquels il faut s'outiller, je pense, parce que c'est une question de jugement. C'est extrêmement important pour une entreprise de savoir quelle est son exposition en Chine, aux États-Unis, ce genre de questions, a fortiori sur des questions technologiques. Et pour vous répondre, de réintroduire le conflit. C'est-à-dire que malheureusement, on a eu une vision de la mondialisation comme un peu naïve pour le coup, c'est-à-dire comme une intensification inexorable des flux économiques et financiers. Ça va continuer, mais ça va se faire, à mon avis, avec des rapports stratégiques, en particulier entre la Chine et les États-Unis, qui vont être très structurants pour le positionnement d'entreprises européennes. Merci beaucoup, merci à vous toutes et tous. Merci. Merci.